Mesdames et messieurs, bonsoir. Élections législatives en Allemagne, c'est le sujet de l'invité de la rédaction. Les conservateurs de la CDU arrivent en tête des élections législatives en Allemagne avec près de 30% des voix. La formation de Friedrich Merz devance le parti d'extrême droite AfD qui réalise une percée historique de 20,6%. L'AfD qui double son score par rapport aux dernières élections en 2021. Le scrutin a été marqué par un taux de participation particulièrement élevé, 83% pour Friedrich Merz. Le chemin à parcourir reste encore long avant de s'installer à la chancellerie. Faute de majorité absolue, le conservateur devra trouver des alliés et former une coalition. Élection donc législative en Allemagne, on en parle ce soir avec Amin Karkouch. Vous êtes consultant international en communication politique et affaires publiques. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonjour Madame Khemelichi et je vous remercie pour m'avoir invité. Un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, ces élections annoncent un petit peu ce retour de la CDU au pouvoir. Est-ce que c'était attendu et est-ce qu'on peut en parler comme d'un tournant dans la politique allemande? Alors effectivement, depuis 2 ans, la CDU-CSU trône dans les sondages. Alors sa victoire intervient dans un contexte qui était extrêmement défavorable pour la coalition gouvernementale sortante. Alors, on le rappelle, seulement 18% des électeurs allemands pensaient, selon les sondages, que le pays allait dans la bonne direction. Le contexte économique était également extrêmement défavorable. En 2023 et 2024, l'économie allemande était en récession et les perspectives pour 2025 ne sont pas plus favorables. Le FMI prévoit un taux de croissance très faible, voire anémique pour l'année 2025. Et c'est aussi la victoire du narratif sur l'immigration clandestine. Vous savez, la coalition sortante a réussi en fait à capitaliser à la fois sur l'anxiété économique, certes, mais surtout sur la colère de la population allemande contre l'échec de la coalition sortante à lutter contre l'immigration clandestine, en associant immigration clandestine et enjeux de sécurité publique. Donc la CDU-CSU a réussi à capitaliser sur la colère et elle a capitalisé sur cette colère en marquant le contraste avec la coalition sortante, en étant beaucoup plus ferme sur la lutte contre l'immigration et en proposant des solutions qui visent à réduire l'immigration clandestine au pays. Et ça ouvre des perspectives sur quelles vont être leurs propositions concrètes durant des négociations pour former la nouvelle coalition. On va en parler de la vision du futur chancelier, justement. Et justement, ce parti, donc CDU, le parti d'Angela Merkel, mais on a l'impression qu'il s'est un peu droitisé, c'est un peu ce que vous êtes en train de dire. Il n'est plus aussi centriste qu'il l'était au temps d'Angela Merkel. Tout à fait. En fait, vous avez raison. Le parti CDU-CSU affiche un contraste très marqué avec la politique d'Angela Merkel concernant l'accueil des réfugiés. Et il faut rappeler un peu aux téléspectateurs quel a été le contexte de cette campagne électorale. Parce que bien que la CDU-CSU trônait dans les sondages, en fait, son avancée dans les sondages commençait à ralentir après des meurtres qui ont été commis, notamment par un demandeur d'asile afghan, si je me rappelle bien, contre des citoyens allemands. Donc, à partir du moment où ces meurtres ont commencé à être médiatisés, en fait, l'avancée de la CDU-CSU dans les sondages avait commencé à stagner. Il y avait un léger recul, et c'est là que les stratèges du parti politique ont commencé à penser comment vont-ils faire pour sortir de cette impasse. Et c'est là qu'ils ont réussi en fait à mettre au centre de la campagne électorale l'enjeu de l'immigration, et ça a culminé avec ce qui était jusque-là impensable dans la politique allemande, une coopération. En fait, ils ont compté sur le vote de l'AfD au Parlement pour adopter une motion non contraignante concernant la lutte contre l'immigration clandestine. Et elle a eu le fait que le parti CDU-CSU ait coopéré avec l'AfD a eu un double effet. D'un côté, ça a freiné en fait, l'exode des électeurs de la coalition conservatrice vers l'AfD, mais ça a aussi réduit en fait, l'élan de la CDU-CSU vis-à-vis des électeurs plus centristes qui voyaient d'un très mauvais œil ce rapprochement. Même si M. Friedrich Merz a toujours affirmé qu'il n'y aura aucune coopération, mais le fait qu'il ait pu compter sur les votes de l'AfD au Bundestag
a émis des doutes sur la volonté de ne pas se rapprocher et de ne pas coopérer officiellement avec l'AfD. Justement, pour aller un petit peu plus vers cette vision qu'a aujourd'hui le futur chancelier allemand, en termes de migration, en termes d'économie, quels sont ses objectifs et qu'est-ce qu'il apporte? Alors d'abord, concernant la lutte contre l'immigration clandestine, donc, il compte adopter une position beaucoup plus ferme en instaurant en fait, des contrôles à la frontière allemande et en rejetant les demandeurs d'asile. Le problème que ça pose est lequel? C'est qu'une fois qu'il va vouloir entamer les négociations pour former sa coalition, notamment avec le SPD ou même avec les Verts, les deux partis rejettent de façon catégorique les demandes, en fait, les positions politiques du CDU-CSU sur l'immigration. Et d'un autre côté, CDU-CSU n'ouvre aucune porte à négocier, à faire des compromis sur ses positions en matière d'immigration clandestine. Donc on ne peut pas s'attendre à une coalition avec la gauche? En fait, la coalition devra se faire, mais à quel prix? En fait, tout dépendra de qui fera des compromis, que ce soit les partis de gauche, enfin le SPD ou le Parti vert, ou CDU-CSU. Donc on verra qui va peser le plus lourd dans la négociation politique et qui aura le meilleur pouvoir de négociation pour imposer ses vues et imposer à l'autre de faire des compromis. Et concernant la question économique, donc, pendant la campagne électorale, M. Friedrich Merz a répété maintes fois que le modèle économique allemand est complètement dépassé. Et on le rappelle, c'est que le moteur de la croissance de l'économie allemande, ce sont les exportations. C'est les exportations, donc c'est la capacité de l'économie allemande à exporter. L'économie allemande, première puissance économique en Europe et troisième au monde. Il faut le rappeler, ça a un poids. Absolument, économique. Et il faut rappeler sur quoi a été bâti le modèle industriel allemand. Donc il a été bâti sur au moins deux facteurs. D'abord, la capacité de l'Allemagne à s'approvisionner en gaz très peu cher auprès des Russes, et aussi sa capacité en fait à exporter vers l'économie chinoise les automobiles. Or, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que l'industrie automobile chinoise concurrence l'industrie automobile allemande, notamment en matière de véhicules électriques. Donc l'économie allemande a beaucoup plus de mal à exporter vers la Chine. Elle aura potentiellement aussi du mal à exporter vers les États-Unis si M. Trump met à exécution ses menaces concernant les tarifs douaniers réciproques. Et enfin, la facture énergétique sera beaucoup plus élevée pour les entreprises allemandes, vu qu'ils vont remplacer, et ils remplacent déjà en fait, la dépendance énergétique russe par la dépendance énergétique américaine qui leur fournissent un gaz naturel liquéfié qui pèse beaucoup plus lourd sur la facture énergétique des entreprises allemandes. En tout cas, Friedrich Merz a exclu toute possibilité de former une coalition avec l'AfD. L'AfD qui, je le disais en préambule tout à l'heure, a eu un résultat historique. On ne l'a pas vu depuis les années 1944, je pense, 20% de vote, ce qui est important. Comment expliquer cette montée en puissance de ce parti? Alors, je crois que le malaise économique en Allemagne a créé un terreau fertile pour la montée de l'AfD, et aussi l'incapacité des différents gouvernements à lutter contre l'immigration clandestine a également propulsé l'AfD. Et comme force politique, il faut rappeler que l'AfD s'appuie beaucoup sur le vote des jeunes. Et c'est principalement en fait ce segment démographique que le parti CDU-CSU n'arrive pas en fait à fédérer. C'est ce qui a expliqué pourquoi il a obtenu à peine 29% ou 30% au lieu des 35% que le parti escomptait. Donc c'est le vote des jeunes, c'est le malaise économique, c'est le malaise concernant l'immigration clandestine, c'est les dysfonctionnements de la gouvernance de l'Union européenne. Combinés ensemble, ça a créé un terreau fertile pour la montée de l'AfD. Et c'est aussi en fait la normalisation du discours de l'AfD qui a été en fait promu par CDU-CSU. En fait, dans un discours qui inquiète aujourd'hui. Absolument, un discours qui inquiète parce que CDU-CSU a cherché à freiner l'exode de ses électeurs vers l'AfD et en se droitisant, ils ont normalisé, ils ont contribué à la normalisation de l'AfD dans la scène, dans le paysage politique allemand, et c'est ce qui contribue aussi à la rendre légitime. En tout cas, cette montée de l'extrême droite, que ce soit en Allemagne ou dans d'autres pays européens, on l'observe de plus en plus. Quelles
quel facteur pousse vers cette extrême droite aujourd'hui? Est-ce que c'est l'immigration qui est le point principal? C'est l'économie, c'est le pouvoir d'achat, c'est quoi? Alors, c'est d'abord l'incapacité des partis traditionnels à répondre aux préoccupations des électeurs concernant le déclin de l'industrie, le déclin de l'économie industrielle, la montée de la peur face à l'incapacité des gouvernements de contrôler les flux migratoires. Et c'est aussi, il faut le rappeler, un mouvement qui est transnational. Quand on voit que Elon Musk, par exemple, s'ingère directement dans les élections européennes en soutenant l'AfD, c'est un facteur qui vient en fait contribuer à la normalisation et à la légitimation du parti auprès d'une partie des électeurs. Ce soutien, il a eu un impact selon vous? Moi, je crois que ce soutien a eu un double impact. D'un côté, il a contribué à propulser l'AfD, mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier que l'autre grand gagnant des élections allemandes, c'est le parti Die Linke, qui est positionné à l'extrême gauche de l'échiquier politique, qui a réussi à obtenir 9% des voix, donc il aura une représentation au Parlement allemand, au Bundestag. Et le fait que Musk soit intervenu, se soit ingéré dans l'élection allemande, ça a en fait poussé à une contre-mobilisation des électeurs de gauche et ça a poussé, en fait, ça a propulsé Die Linke et ça l'a aidé à réaliser cette performance électorale. Justement, par rapport à cette coalition, avec quel parti on s'attend à ce qu'il y ait cette coalition aujourd'hui? Alors, le scénario principal serait en fait une coalition formée de CDU-CSU et du SPD. C'est le scénario principal. 2 partis suffiraient? Normalement, selon les résultats qui ont été enregistrés et diffusés jusqu'à maintenant, 2 partis suffiraient. Et il ne serait pas nécessaire d'avoir une coalition à 3. Maintenant, les 2 partis suffiraient, mais la discussion va être extrêmement délicate parce que, en fait, la confiance qui est nécessaire pour coaliser ces 2 partis a été vraiment fragilisée pendant une campagne qui était acrimonieuse. Il y a une partie du SPD qui ne veut rien savoir d'une coalition avec le CDU-CSU. Et les 2 enjeux principaux qui vont être au cœur du débat pour la coalition, c'est d'abord la lutte contre l'immigration clandestine. Les 2 partis ont des orientations divergentes concernant la lutte contre l'immigration clandestine. Et il y a aussi un autre enjeu fondamental dont on parle moins, c'est qu'il faut rappeler que dans la Constitution allemande, il y a une disposition qui limite le déficit structurel à 0,35% du PIB. Donc c'est ce qui empêche le gouvernement allemand de financer adéquatement le renouvellement des infrastructures, l'éducation et la défense aussi. Et la capacité des 2 partis à trouver un terrain d'entente va donner ou pas les moyens à l'Allemagne de refinancer en fait sa défense et peut-être même d'augmenter sa contribution à l'OTAN. Mais il ne faut pas oublier qu'au sein de la coalition CDU-CSU, il y a une bonne partie de ce qu'on appelle des conservateurs fiscaux qui sont très frileux en fait, à la levée de cette obligation constitutionnelle. Et donc, ça va dépendre en fait de quelle, on va dire, aile ou quelle faction du parti sera prête à faire des compromis et qui aura un meilleur pouvoir de négociation pour voilà, imposer à l'autre ses vues. On le découvrira en tout cas dans les quelques jours qui arrivent. Merci à vous, Monsieur Amin Karkash. Je rappelle que vous êtes consultant international en communication politique et affaires publiques. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci à vous, Madame Khamenei, et très bonne soirée. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, de nouveau sujet. Très bonne soirée.